Les partenariats publics-privés. Comment offrir de meilleures infrastructures pour les services publics? Les PPP, état des lieux et perspectives. Bonjour, je m'appelle Diane Rudeau et je suis l'un des auteurs de ce cours. Pour terminer ce cours, nous souhaitions faire revenir l'un des intervenants, Tony Gomez-Ibanez, qui vous a expliqué la première semaine les raisons pour lesquelles on conclut des PPP et l'importance des gains d'efficience. Aujourd'hui, nous allons revenir avec lui sur quelques-uns des aspects essentiels que nous avons évoqués tout au long de ce cours. Et il va aussi nous donner un rapide aperçu des perspectives d'avenir des PPP. Tony travaille depuis longtemps avec de nombreux pays dans le monde entier, de l'Australie et des États-Unis au Mali et à l'Indonésie. J'espère que vous apprécierez cette discussion. Tony, merci d'être revenu. Tout le plaisir est pour moi. J'aimerais commencer par vous poser une question à propos d'un article que tous les participants ont lu et qui décrit les conditions nécessaires à la réussite d'un PPP. Selon les auteurs de cet article, on peut classer les enseignements tirés des PPP selon 3 dimensions: le politique, l'économie et la mise en œuvre. Que pensez-vous des enseignements tirés par les auteurs de l'article et de la façon dont ils sont présentés? J'aime beaucoup l'idée de ces 3 dimensions, parce que cela attire l'attention sur 3 ingrédients clés pour la réussite d'un PPP. Je mettrai davantage l'accent sur certains éléments dans chacune de ces dimensions, avec une perspective légèrement différente. Concernant la dimension économique, je pense qu'il est extrêmement important d'analyser les coûts et avantages sociaux d'un projet, parce que, en l'absence de véritables bienfaits, à quoi bon consacrer toute son énergie à l'élaboration d'un contrat de PPP? Et à mon avis, comme je l'ai déjà dit, le plus important, c'est de rechercher des projets offrant de réels gains d'efficience. C'est ce qui va rendre un PPP plus attrayant. Sur le plan politique, je pense qu'il faut être un peu plus proactif et ne pas attendre que la partie adverse pose seule les termes du débat, sous peine d'être toujours à la traîne dans les négociations. Et je déteste qu'on parle de volonté politique, comme si c'était quelque chose que vous aviez ou que vous n'aviez pas, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui s'obtient par la réflexion et par des milliers de réunions publiques. Sur le plan institutionnel, il me semble fondamental d'avoir un système de gouvernance des PPP aussi simple que possible. Et lorsque c'est faisable, je pense qu'un contrat de concession offre beaucoup d'avantages et mérite d'être pris en considération. Je voulais justement avoir des détails sur ces contrats de concession. Vous avez déjà eu l'occasion de nous dire que les contrats de concession constituent, selon vous, une forme de réglementation appropriée. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Les concessions sont une excellente solution parce qu'il s'agit de contrats simples, équitables et transparents quand ils sont bien élaborés. Ils sont transparents parce que le contrat décrit toutes les obligations de l'entrepreneur vis-à-vis de l'État et vice-versa. Ils sont équitables s'ils font l'objet d'un appel d'offres. On est alors certain que les modalités contractuelles sont raisonnables. Et si le contrat est reconduit périodiquement, tous les 10 ou 20 ans, on s'assure que ces modalités sont actualisées. En revanche, le point faible d'un contrat de concession, c'est qu'il risque d'être incomplet, c'est-à-dire de ne pas prévoir telle ou telle éventualité grave qui empêche la concession de fonctionner, du côté du concessionnaire ou de l'État ou des deux, et aussi de ne pas prévoir de plan adéquat permettant la continuité de l'activité. Les coûts supportés par le concessionnaire peuvent alors devenir exorbitants et l'amener au bord de la faillite, ou bien l'État considère que les services commandés auparavant ne correspondent plus à ce qu'il veut. Et dans le cas d'un accord incomplet, il faut faire un choix difficile, soit le renégocier, soit le faire respecter. Et aucune de ces options n'est satisfaisante. Je veux dire par là que la renégociation peut mettre en péril le système d'appel d'offres et, donc, remettre en cause le soutien politique en faveur des PPP dans l'infrastructure.
Mais si on fait respecter le contrat, on risque de se retrouver avec des services inadéquats ou de devoir gérer la faillite de l'entrepreneur et une période de transition qui est souvent difficile. Je pense donc que les contrats de concession sont excellents s'il existe une probabilité raisonnable que le contrat soit complet. C'est généralement le cas des projets relativement indépendants qui ne comportent pas de nombreuses interfaces avec des installations ou des éléments sur lesquels le concessionnaire n'a pas de prise. C'est généralement le cas dans un environnement politique et économique stable où l'avenir est moins incertain. Et il est préférable que le contrat soit court, mais pas trop non plus, car on perd alors le bénéfice de l'approche du cycle de vie propre à un PPP. Je pense qu'il faut éviter d'aller au-delà de 20 ans. Et pour un gros investissement, il faut une durée minimale de 10 ans. C'est très intéressant parce que l'une des choses que j'ai remarquées en préparant ce cours, c'est que beaucoup de pays tentent par tous les moyens de constituer des PPP. Et dans certains cas, ils échouent. Mais ils continuent pourtant de recourir à des PPP pour développer leur infrastructure. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, je pense que c'est essentiellement pour deux raisons. Premièrement, l'infrastructure est très importante, comme chacun sait, pour le développement économique. Cela vaut donc la peine de mettre tout en œuvre pour avoir une infrastructure de qualité. Deuxièmement, les appels d'offres classiques sont souvent décevants. Les projets prennent du retard, le budget est dépassé et, souvent, on n'est pas certain que l'infrastructure sera correctement entretenue. Heureusement, à mon avis, on est en train d'apprendre à faire mieux. D'accord. Ou plutôt, on fait de nouvelles erreurs à chaque fois. Mais on ne refait pas les mêmes erreurs. En matière de risque sur la demande, comme dans le cas des routes à péage, là où le risque lié à la demande était auparavant supporté par le concessionnaire, on a désormais des paiements liés à la disponibilité ou des offres avec un niveau de recette minimum. On s'adapte à mesure que l'on apprend à faire mieux. Quels sont les grands thèmes, les questions d'actualité ou les débats qui concernent les PPP et qu'il faudra prendre en compte pour être mieux informé au cours des prochaines années? C'est une question difficile parce qu'il y a beaucoup de réponses possibles. Mais l'une des questions les plus intéressantes, à mon avis, en ce moment, c'est celle qui concerne la fin du cycle de vie d'une concession. Dans beaucoup de pays, de l'Australie au Mexique, il y a des contrats de concession qui datent d'il y a 20 ou 30 ans et qui vont bientôt arriver à terme. Il est intéressant de se demander s'il faut les modifier avant leur terme ou attendre qu'ils arrivent à leur terme. Il y a souvent des pressions pour que ces contrats soient modifiés avant leur terme. Dans le cas d'une route à péage, par exemple, on peut souhaiter élargir cette route, mais on ne l'a pas prévue, ou on voudrait la relier à une autre route. Est-ce qu'on essaie alors de trouver une solution raisonnable et juste en négociant avec le concessionnaire actuel? Ou faut-il attendre que la concession prenne fin pour pouvoir résoudre ces problèmes? Tony, merci beaucoup. C'était formidable d'avoir pu profiter de votre expérience et de votre réflexion sur les PPP et sur leurs perspectives d'avenir. Merci à vous de m'avoir invité.